Hommage à toutes les roses, à Rose, donc à la femme. C'est tout de suite. Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs. C'est un grand plaisir de vous retrouver toutes les quinzaines sur votre chaîne favorite Afrique 1, la chaîne qui est entièrement dédiée à la diaspora africaine en France. Et sur ce numéro de rencontre littéraire Un homme, son œuvre, nous parlerons de douceur, de sensualité, de sagesse, de regret, d'humanité à travers ce recueil de poèmes Rose des continents de Bonnie Wiseman. Bonnie, bonjour et bienvenue à mon émission. Bonjour Koudida. C'est un plaisir. Alors Bonnie, vous êtes enseignant de lettres et journaliste de formation. Vous avez travaillé comme professeur de lettres à Abidjan, dans votre pays de naissance, et comme journaliste reporter à la RTI, Radio nationale ivoirienne, avant votre départ pour les États-Unis. Actuellement, vous préparez un autre master et donnez des cours de lettres à Paris. C'est exact. Alors, Bonnie, ce recueil de poésie, parlons-en. Alors, Rose des continents. Il est publié en décembre 2024. Tout à fait. L'œuvre est récente. Oui. L'œuvre a été publiée en décembre 2024. Donc, la sortie fait maintenant, je dirais, 4 mois. Tout récent. Tout récent. Ouais. L'œuvre se comporte heureusement bien sur le marché. Sur le nombre d'exemplaires qui a été fait par l'imprimeur, la moitié est presque sortie. Les premiers avis sont plutôt favorables. Ce qui me réjouit pour ce premier essai en termes de publication littéraire. D'accord. Alors, sur la 4e couverture, vous avez écrit dans ce recueil 52 pièces, teintées de diverses émotions écrites sur 5 continents, lavées par les années sur 3 continents, pardon, lavées par les années et les kilomètres, l'Afrique, l'Europe, l'Amérique. Est-ce que vous l'avez fait délibérément, d'écrire un poème en voyageant physiquement et spirituellement aussi? J'avoue que quand je me suis mis à écrire le poème, il s'agissait pour moi d'exprimer mes pensées, d'exprimer des émotions personnelles. Et puis, les circonstances de la vie m'ont fait voyager. Donc, je quitte donc la Côte d'Ivoire. C'était en 2012, Après la crise post-électorale, je quitte la Côte d'Ivoire pour les États-Unis. Et je continue à écrire. Et je m'inspire de ce que je vois, je m'inspire des rencontres, des cultures que je croise. Et je suis en France en 2019 et je continue aussi à écrire. Et je me retrouve un matin avec une centaine de poèmes. Je me suis dit, c'est le moment de faire le tri sur ces fleurs cueillies sur les 3 continents sur lesquels mes pieds se sont posés. L'Afrique, l'Amérique et l'Europe. J'en sors 52, selon la thématique de l'œuvre. Et voilà que Rose des continents naît. C'est beau. Il vous a fallu combien de temps, combien d'années, je veux dire, pour rassembler tous les poèmes? Si ma mémoire est bonne, le premier poème qui figure dans cette œuvre date de 2020. 2020. Donc le poème le plus vieux, je dirais, à 25 ans. Donc c'est des souvenirs de vie, oui. C'est des souvenirs réels, c'est des choses sur lesquelles mon âme s'est posée. Il était donc important pour moi de publier cette œuvre qui témoigne de mon vécu, mais qui aussi témoigne des choses que j'ai traversées et des belles personnes que j'ai rencontrées dans ma vie. D'accord. Alors, dans le recueil, vous rendez particulièrement hommage à la femme et dans toute sa splendeur. Et lorsque je regardais d'ailleurs un reportage sur la dédicace des livres, je pense, qui a eu lieu récemment, le 8 février dernier à Paris. Tout à fait, oui. Il y avait d'ailleurs beaucoup de témoignages de femmes, dont un qui m'a particulièrement touchée. Elle dit, il y a une très grande douceur dans cette œuvre, et cette douceur est celle de l'auteur. Faisal, on va regarder un peu la vidéo et on revient. Dans cette salle du lycée industriel du Cotonou à Paris, Bonnie Wiseman, de son vrai nom Serge Pacom Abonga, a convié ce public
pour la dédicace de Rose des continents, une œuvre publiée en décembre 2024, une poésie qui plonge le lecteur dans les labyrinthes de l'amour. Rose des continents, fait avec le cœur, avec l'âme, à travers l'Afrique. Ça m'a beaucoup touché les paroles et qui s'adresse aussi, qui remet vraiment au cœur du jour les femmes, ce qui est très 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 important. Dans ces poèmes, l'amour Eros traverse les vers à travers les continents. Les amours filiés estorgés s'attardent entre amis, parents pour solidifier les attentions, pendant que l'amour agapé rappelle le divin. Tout est dit avec gravité parfois et douceur refinée d'autres fois. Cette œuvre à cheval aussi entre trois continents, ça j'ai trouvé ça très fort. Et puis toutes ces facettes de l'amour qui sont décrites, qui soient sensuelles, platoniques. Il y a une très grande douceur en fait dans cette œuvre. Et je pense que cette douceur, c'est aussi celle de l'auteur. Les amoureux de l'amour ne se sont pas privés pour dire leur préférence. De l'amour d'un père, d'une mère, au conte des fées, pour décrire l'amour inattendu d'une inconnue au détour d'une rue, comme l'exprime Cher Inconnu. L'amour y est peint dans tous ses états. Alors, de magnifiques témoignages sur votre recueil de poésie. Je sais qu'en fait, vous avez touché beaucoup de cœurs de femmes. Et moi, j'ai envie de vous demander, qu'est-ce que la femme, qu'est-ce que nous, les femmes, nous représentons pour vous? Je pense que la femme, c'est la vie. La femme, elle est au début et elle est à la fin du cycle de l'humanité. Quand l'homme en fait 2, la femme en fait 1000. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que lorsque la femme a des enfants à la maison et lorsque l'homme a des enfants à la maison, la gestion et la répartition de l'argent ne se fait pas dans la tête de la même manière. Du tout. On est d'accord. Et la femme peut sacrifier tout ce qu'elle a pour être sûre que ses enfants ont mangé. Et ne pas rendre hommage à la femme, c'est ne pas rendre hommage à la mère qui nous a portés. Et je pense qu'au-delà des divergences, au-delà des choses qui peuvent se passer, les hommes doivent surtout retenir qu'il n'y a pas d'hommage qui puisse prendre fin quand il s'agit de celui qu'on doit rendre aux femmes. Qui sont nos mères, qui sont nos sœurs, qui sont nos tantes et qui sont nos grands-mères qui nous éduquent. C'est beau. Alors, sur le petit reportage qu'on vient de regarder, là, quand vous le regardez de loin, en fait, je vais dire, parce que vous étiez là-bas, vous n'avez pas pu voir tout ça, mais quand vous le voyez sur la vidéo, écoutez, qu'est-ce que ça vous inspire? Comment vous pouvez expliquer, en fait, je ne sais pas, certaines paroles de certaines femmes, certainement ça vous a touché? D'abord, je voudrais dire merci à toutes les personnes qui sont déplacées à la dédicace qui a eu lieu à Paris le 8 février dernier. Les retours que j'ai toujours eus, c'est que l'œuvre est une œuvre très sensible. Il y a dans ce recueil 52 poèmes et chaque poème dégage une certaine sensibilité qui est différente de la suivante. Tous ceux qui lisent l'œuvre sont unanimes sur un fait qu'il y a forcément des poésies qui les touchent. Et je suis heureux de savoir que ma première œuvre publiée a pu conquérir pas seulement le cœur des femmes, mais aussi le cœur de certains hommes qui estiment que l'écriture est subtile, elle est légère et elle est sensible. Elle est limpide aussi. Elle est facile à lire. Tout à fait. Merci beaucoup. Alors, qui sont celles qui vous inspirent tout simplement? Une, il y en a une, plusieurs, ou comment vous... Oui, vous avez dit tout à l'heure qu'à travers des personnes que vous avez rencontrées, mais quand il s'agit de poèmes d'amour, qui est la femme qui vous inspire ou les femmes qui vous ont inspiré? Je pense que la première femme qui m'a inspiré fut ma grand-mère. Et dans ce recueil, j'écris de manière subtile et souvent imagée, mais ma grand-mère apparaît dans mon œuvre, ma mère apparaît dans mon œuvre, mes filles apparaissent dans mon œuvre, mes sœurs et mes tantes apparaissent dans mon œuvre. Et toutes les personnes, toutes les femmes avec qui j'ai grandi, celles qui m'ont vu marcher nu-pied, celles qui m'ont lavé quand j'étais tout petit, celles qui m'ont mis le médicament quand j'étais malade, c'est ces premières femmes qui m'ont inspiré. Et c'est à ces premières femmes que je rends hommage. Et quand j'étais petit garçon à l'école, quand j'avais 6 ans, 5 ans, 8 ans, ma première copine, je lui rends hommage. Donc toutes les femmes que je traversais, celles que j'ai croisées, celles à qui j'ai dit tu me plais, celles à qui j'ai rien dit, toutes celles que je n'ai pas pu approcher, je leur rends hommage parce qu'il y a des poésies qui sont réelles, mais il y en a aussi qui sont imagées. Donc les poèmes sont écrits en me basant sur ma réalité, mais il y en a qui sont écrits purement en tirant l'inspiration de ma fiction.
D'accord. C'est bon. Donc il y a des ancrages réels et il y a des ancrages qui ne sont posés que dans ma tête. Mais tous ces ancrages se rejoignent pour rendre hommage à la femme, à la beauté et à la mère de l'humanité. Moi, j'applaudis. Ça me plaît bien. Alors, le recueil est réparti en 3 sections. La première qui s'appelle Red Velvet, qui me rappelle ce succulent gâteau, complètement rouge à l'intérieur et incroyablement moelleux et fourré d'une crème ultra légère au fromage frais, soyeuse comme une chantilly. Bon, j'espère que j'exagère pas. J'essaie d'être une poétesse. Alors, de quoi ça parle cette Red Velvet? Velvet, pardon. Comme vous avez dit vous-même, comme vous avez dit, le recueil est divisé en 3 sections. Oui. Red Velvet, qui est la première section, c'est la section à l'intérieur de laquelle je mets tout ce qui est sensibilité, tout ce qui est sensualité. Donc je ne me suis pas trompée. Pas du tout. Tout ce qui est hommage au corps de la femme, tout ce qui ose dire qu'elle a de belles lèvres, tout ce qui peut dire qu'elle a un corps sensuel. C'est Red Velvet qui se dit « je m'en charge ». Dans cette section, on trouvera des œuvres sensibles pour ceux qui peuvent lire entre les lignes. Oui, parce que sur cette section, il y a 20 poèmes. Oui, tout à fait. Aimer une femme. Aimer une femme. Femme à la lumière. Femme à la lumière. L'amour frappe à notre porte. Tout à fait. La femme en rouge qui vous a vaincu. Celui-là, personnellement, j'ai dit, ah, c'est qui la femme qui l'a vaincu? Cette poésie-là, cette poésie, je veux dire, la femme en rouge qui vous a vaincu. Alors, la femme Allez, en rouge. racontez-moi, je veux savoir, je vais vous tirer les verres du nez. La femme en rouge est une histoire, je dirais 50% réelle, 50% imaginaire. D'accord. Je vais dire la vérité donc aux auditeurs d'Afrique TV. Allez. J'étais à New York, je suis sorti avec mon meilleur ami qui s'appelle Andrew. Oui. Andrew qui est américain, de nationalité, mais qui est né en Jamaïque. Et on sortait une soirée, il dit Serge, viens, on sort danser. Tu ne resteras pas tout le temps à la maison en train de travailler, donc on sort. Et on se retrouve dans une soirée où tout le monde se met à danser. Et moi, le timide que je suis, quand je sors, je suis toujours sur le côté. Je regarde les gens danser. Et moi, quand je regarde les gens danser, quand j'admire ce qu'ils font, je suis déjà satisfait. Et il y a une dame qui est venue, elle dit, viens, on danse. Je dis, non, madame, moi, je ne veux pas danser, je suis juste venu regarder. Elle dit, non, mais monsieur, vous allez danser. Donc, elle me tire. Et de force, avec douceur, elle a su le faire. Elle m'envoie au milieu de la piste. Comme une vraie femme. Une vraie femme. Et en tant que gentleman, une femme qui me pousse, je ne peux pas la repousser devant tout le monde. Évidemment. Donc je cède, je danse avec elle. Et elle était habillée en rouge. Et c'est de là l'idée de ce poème que j'ai aussi arrangé pour le rendre à mon goût. D'accord. Donc voilà l'histoire de la femme en rouge. On peut l'écouter? La femme en rouge, ok. La femme en rouge. Le corps moulant, elle me débucha du milieu de la piste, regard nébuleux. Elle abhorrait une dégaine affriolante, le corps taillé dans du bois d'origine, d'où semblait se diffuser un parfum pénétrable. Par une déhanchée enlevée sous un tempo du Congo, sa robe confondue à son corps releva ses arabesques libres. Envoûtée, mes pas de petit homme, subjugué, mes doigts de nez congelés. Ses yeux croisaient les miens, impossible confrontation. Et lorsque son parfum me frappa, vite, de l'espace, je ne pouvais pas tenir son regard, contour sarrasin. Mes sens ne pouvaient refouler son odeur, parfum bois d'agar. J'étais vaincu. Manhattan, le 4 juin 2015. Elle est puissante, cette femme. Hein? Elle est puissante. C'est une magnifique poésie. Merci. Alors, Bonnie, sur la deuxième section, qui parle de l'humanitas, je pense, alors composée de 18 poèmes, dont Mon cœur, Bat le tambour, Paris, Parle, écoute ma prière, Voix de la sagesse, Pur amour. Qu'est-ce qu'on doit retenir sur cette partie? Alors, la deuxième section, Humanitas, est la section où je mets en valeur l'humain qui est en nous, la bonté qui est en nous. Au-delà de l'être que nous sommes, au-delà de l'amour que nous portons les uns pour les autres, il doit toujours avoir une part d'humain avec un dosage assez élevé. Et c'est l'humain qui en nous qui fait que nous pouvons aider le pauvre, tendre la main à la vieille dame qui veut monter un escalier. C'est l'humain en nous qui fera que
on peut donner du pain à une petite fille sans connaître son nom ni son origine. Et Humanitas est une section où j'appelle les gens à être plus humains. Est-ce que ça a un rapport avec ce que vous avez vécu en Côte d'Ivoire avant de partir? Je pense que Humanitas traverse toute ma vie. Quand j'étais tout petit déjà, je m'imagine, je regroupais les petits de mon quartier, je partageais avec eux mon pain. C'est beau. Et quand j'étais au collège, mon collège était à quelques kilomètres de là où j'étais né. Quand je revenais en vacances, je regroupais tous les petits villages, tous les petits du village, les petits garçons, les petites filles, et je leur disais, venez, je vous apprends. Oui. Venez, on fait les mathématiques. Donc, le samedi matin, de mon propre chef, j'ai réunissais les petits garçons de 7 à 8 ans, je devais avoir 12 ou 13 ans, et je leur montrais des leçons de mathématiques, d'écriture. C'est l'humain en nous qui fait qu'on veut rendre service à l'autre sans rien demander en retour. C'est beau, c'est beau. Alors, nous allons revenir tout à l'heure. La pause découverte, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue à la partie pause découverte. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir Renée Claire-Mendy, qui est la fondatrice de Femmes au pluriel, journaliste culturelle, business et écrivaine. Renée, bonjour. Oh, bonjour Koudia. C'est un grand plaisir de te recevoir. Je vais te tutoyer parce que toi, tu es ma sœur. Voilà. Alors, on ne fasse pas semblant, on se connaît bien. Exactement. Et je suis ravie d'être là. Merci beaucoup. Merci. Alors Renée, en fait, tu as décidé de redonner à la lecture ce qu'elle mérite le plus. Vous dites des moments de plaisir, de rencontres, d'échanges et d'humanité à travers des brunchs littéraires organisés par Femmes au pluriel, dont vous êtes la fondatrice. Qu'est-ce qui vous a motivé? Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est la genèse de tout, en fait. Ce qui m'a motivée, c'est d'abord l'amour des livres, l'amour des rencontres humaines et aussi envie de mettre en lumière des auteurs qui n'étaient pas non moins méritants, mais en tout cas il me semblait qu'il n'était pas assez mis en lumière. Donc j'ai voulu aussi que loin des salons, on marche et finalement on rencontre des auteurs, mais très brièvement. Oui. Peut-être on a une petite dédicace, mais voilà, je trouvais qu'il fallait que les livres, l'humanité et les rencontres ne fassent qu'un. Et donc j'ai eu l'idée de faire des rencontres littéraires, que ce soit des brunchs, des cocktails littéraires, en tout cas de réunir des auteurs et des personnes qui aiment les livres, qui pourraient se rencontrer, échanger dans un lieu convivial où on serait en train de grignoter ou de manger un peu avant. Évidemment, on essaie de ne pas parler, de ne pas manger et de ne pas grignoter pendant que les auteurs parlent parce que ce qu'ils disent a de l'importance, absolument. Mais l'idée, c'est vraiment de mettre le livre au cœur de la rencontre humaine. D'accord. Alors, quelles sont les conditions de participation pour être précis, parce que je sais que tu as fait récemment un brunch littéraire qui a été un grand succès. Je n'ai pas pu malheureusement venir, mais j'ai vu dans les réseaux sociaux le succès. Quelles seront les conditions pour le prochain brunch? Alors, le prochain brunch, on va faire un peu comme le premier, dans le sens où ce sera le même format? Ce sera un format différent. Pourquoi? Parce que là, c'était une première. Et tu sais, quand il y a des premières, à un moment, il faut se poser, voir les succès. Évidemment, ça a été un grand succès puisqu'il y a eu beaucoup de monde. On a dû refuser des personnes à l'entrée. Mais je crois qu'on avait mis trop d'auteurs. Donc, comme disait un de mes collègues de Femmes au pluriel, trop d'auteurs tuent les auteurs. Et donc, on a eu... et pourtant, on a arrêté les inscriptions une semaine avant, mais on continue à avoir des gens qui s'inscrivaient. C'était les inscriptions des publics ou des auteurs? Non, mais le public, à la limite, ça, c'était moins gênant. On a eu 53 personnes inscrites. Et finalement, on était plus de 70 en ayant refusé des personnes à l'entrée. Donc, on ne pensait pas... on était très heureux, mais on ne pensait pas qu'il allait y avoir autant de monde et autant d'écrivains qui allaient s'inscrire. Donc, la prochaine fois, on va arrêter les auteurs à maximum 5 ou 6. Là, il y en avait... Voilà, vraiment, il y en avait une dizaine. Et c'est beaucoup, déjà parce qu'à un moment, la concentration n'est plus la même. Au bout de 3 heures... Ça devient long, voilà, si au bout tout de le monde 3 doit heures, prendre la parole. Même si on s'amuse, qu'on rit, tout en se cultivant, à un moment, c'est long. Donc, la prochaine fois, on aura 3 auteurs. Puis un intermède musical, et après 3 autres auteurs. Donc, on aura maximum 6 auteurs. Donc, et là, on fera autrement. Au lieu de laisser les gens s'inscrire, on va les laisser s'inscrire, mais on va sélectionner pour que ce soit par thème, soit des romans, soit des essais, et qu'on n'ait pas
tous les thèmes. 2-3 thèmes qui se retrouvent, toujours les mêmes. Donc voilà, on va faire les choses autrement, c'est-à-dire qu'on va apprendre et de notre succès et des faiblesses qu'on a eues pour ce premier événement, parce qu'on peut toujours s'améliorer. C'est vrai que les gens ont dit oh, c'était génial, on aimerait tellement que ça se refasse. Et c'était la première fois. Je ne me rendais pas compte que j'étais vraiment dans l'innovation. Voilà, je voulais que les gens vraiment se rendent compte et qu'ils soient dans un moment convivial, où ils soient à la même table, des gens qui n'auraient jamais pu se rencontrer peut-être, en tout cas pas à la même table, qui puissent discuter, échanger et puis avoir envie de se revoir. C'est vraiment magnifique le fait que des personnes me disent tiens, j'ai pris un verre avec un tel après, j'ai déjeuné avec un tel après, mais c'est donc ça va même au-delà de l'intention qu'on avait mis et c'est vraiment merveilleux. Donc la prochaine fois, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait moins d'auteurs. Et oui, on va mettre ça sur les réseaux sociaux comme on avait fait, ça a très bien fonctionné. Donc les gens connaîtront la date, c'est probablement le vendredi 30 mai. Et là, au lieu que ce soit un brunch, le dimanche, puisque certaines personnes m'ont dit mais on ne pouvait pas venir le dimanche, fais-le un autre jour. Là, on va essayer de le faire sous forme cocktail dînatoire, un vendredi à partir de 18h. À partir de 18h pendant 3-4 heures, voilà. Et donc là, dès qu'on aura le lieu précisément, on pourra l'annoncer sur les réseaux sociaux, mais on est presque sûr que ça sera le vendredi 30 mai à partir de 18h. D'accord. Voilà. Alors, parlons un peu de Femmes au pluriel, qui est derrière tout ça, quand même, toute cette organisation. C'est un média, en fait, j'ai bien aimé, je pense que c'est le slogan, le média des personnes inspirantes. Oui. C'est un média Femmes au pluriel, c'est une association, c'est une ONG, c'est quoi son statut exactement? C'est une question pertinente. C'est une question pertinente. Femmes au pluriel, je l'ai créée il y a un peu plus de 11 ans avec des amis et collègues journalistes. L'idée était d'être une plateforme où des femmes de talent, des expertes dans leur domaine, pouvaient partager leurs connaissances, leurs expériences avec d'autres. Et donc, ça a d'abord été un magazine en ligne. Et après, ça s'est étendu sur une chaîne YouTube qui commence à avoir de plus en plus de succès. Et maintenant, c'est de plus en plus des vidéos que l'on fait de personnalités comme toi, de journalistes, d'acteurs, d'écrivains. Mais c'est aussi, et depuis toujours, une association. Donc, c'est une association. D'accord, c'est une association. Loi 1901, dont le siège social se trouve à Paris dans le 11e, et dont le but est culturel. Voilà, c'est de faire des rencontres, de réunir des personnes sous un même lieu pour discuter, débattre de sujets qui peuvent nous élever et de sujets qui nous intéressent tous et toutes. Effectivement, tu l'as bien relevé, le slogan, c'est que c'est Femmes au pluriel, c'est le média des personnes inspirantes. Je dis personnes, au début on avait mis femmes, et en fait on s'est rendu compte qu'on interviewe à peu près la moitié d'hommes, et surtout notre lectorat et notre public et notre audience est composé, d'après les statistiques, à 40% d'hommes et à 60% donc, dans de ce cas, femmes. il ne faut pas les exclure. Voilà. Et puis je rajoute toujours que nous sommes toujours accompagnés par les hommes de bonne volonté. Et je rajoute, et ça je plagie un auteur, les hommes sont aussi des femmes comme les autres. C'est beau. Alors, comment peut-on s'inscrire pour le prochain brunch? Alors, déjà, on peut aller sur Femmes au pluriel sur la plateforme, donc .com. Je réponds sur tous les réseaux sociaux. On est sur Insta, sur TikTok. Sur TikTok, c'est plutôt des jeunes de l'association qui y sont, mais on est actif sur TikTok, sur Insta et sur YouTube. Et le plus simple, c'est de nous envoyer un email, femmes au pluriel @gmail.com, donc FEMMES @gmail.com. Et de mettre en objet... Femmes au pluriel au singulier. Non, c'est avec un S. Donc c'est un jeu de mots, c'est femmes avec un S au pluriel. Ok. Les femmes au pluriel sont on également le marquera au pluriel. en bas de la vidéo. Voilà. Parce que les femmes sont comme toi et moi, elles sont sœurs, mères, elles travaillent, ce sont des battantes, ce sont des journalistes. Surtout les femmes actuelles, elles se laissent pas faire. Voilà, des écrivaines, et en même temps, elles font aussi la cuisine à la maison, elles sont aussi des épouses, des mères. Donc on est vraiment des femmes au pluriel. Je ne te coupe pas la parole, mais je vais te donner une anecdote. Je ne t'en ai jamais parlé. Il y a peut-être une dizaine d'années, on s'est croisés dans une émission où j'étais chroniqueuse. Oui. Que je ne donnerai pas le nom ici parce que sinon Africain va me tuer. Mais notre producteur de l'époque, il était venu... Pascal, c'est bien ça? Pascal Jouzom. Il est venu, il a dit, bon, aujourd'hui, en fait, notre invité, attention, c'est une femme de tête, surtout toi, Khoudia. Ah bon?
savais pas. Oui, il avait dit ça. Et donc, du coup, je commence à te suivre. J'ai dit, mais en effet, c'est une femme de tête et j'aimerais bien être comme elle quand je serai plus grande. Vraiment, bravo. Bah, tu l'es déjà. Tu es déjà une grande. J'essaie de suivre ton sillage. Alors, j'ai vu que l'année prochaine, vous programmez un grand salon. Oui. Alors justement, tu sais, salon on a... sur les écritures de femmes africaines, femmes afro-américaines et antillaises. Voilà, en fait, mon but premier, c'est de faire un grand salon du livre de la femme, d'ici et d'ailleurs, parce que j'ai des amis très connus comme Fatou Diom qui écrivent, comme Rebecca Ayoko, etc. Et donc, j'avais envie de mettre ces femmes, aussi bien les romancières très connues qu'une ancienne mannequin qui écrit un livre, enfin, voilà, des femmes qui écrivent et qui ont cet amour pour l'écriture, cet amour pour la transmission et le fait qu'on transmette et que ça reste. Donc, j'ai voulu faire un salon du livre de la femme d'ici et d'ailleurs. Et en fait, c'est pour ça que je fais ces rencontres littéraires. C'est un peu pour monter crescendo. Parce que je me suis dit, est-ce que c'est pas un avant-goût pour préparer psychologiquement les gens? Exactement. Ah bah donc j'avais bien vu alors. Comme ça, ils diront, voilà, la Madame Livre est arrivée. Et puis, voilà, je trouve que c'est bien d'être dans la joie et dans la culture et dans la connaissance. Moi, j'ai été élevée comme ça, par des parents qui lisaient beaucoup, qui lisaient tout le temps. Je ne lis pas autant qu'eux, je l'aimerais bien. Et j'essaye aussi d'élever mes enfants comme ça, dans cette culture et dans cet amour de la lecture. Parce que c'est vraiment... chaque auteur est un univers merveilleux, vraiment. Et ce sont des espaces comme ça où on peut se cultiver. Et on sait que la culture, la connaissance, c'est la plus belle arme qui existe aujourd'hui. Oui. Et moi, parfois, je me disais, ce que je déplore, c'est qu'en général, les Noirs, ils ne lisent pas. Mais... c'est pas forcément la vérité. Quand je regarde tous ces auteurs qui jaillissent, en fait, il y en a énormément. Mais je l'ai vu au salon du livre. Absolument, qui ne sont pas aussi médiatisés, il y a une vraie demande, mais ils existent et il y a une demande. Ouais. Et donc, c'est là où je vais dire que votre travail est formidable, puisque vous donnez à l'occasion à des personnes qui le méritent bien aussi, pour être dans la lumière. Absolument. Et inspirer d'autres personnes. Vraiment, c'est ça. Je pense qu'il n'y a pas que les personnes qu'on voit à la radio, à la télé qui méritent d'être dans la lumière. Je pense que parfois, il y a des livres que j'ai découverts qui sont des pépites de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Et voilà, c'est mettre en avant, mettre en lumière, comme vous dites, ces belles personnes, ces belles âmes et ces belles plumes. Sur ce, écoute, merci en tout cas d'avoir répondu à mon invitation, René. Je vous donne rendez-vous peut-être prochainement sur un livre parce que je vends la mèche. Oh là! Je sais qu'il y a un livre en cours. Voilà, je n'en dirai pas plus. On n'en dira pas plus, mais... moi, je te donne rendez-vous le 30 mai. Ah, ça, avec plaisir. Voilà, et tu seras notre invité. Comme on dit, comme faut de gagner ma massa. Ah, c'est ça en Wolof. Bon, il faut quand même traduire pour nos amis. Hein. Bon, René, avant de te laisser partir, c'est quoi ton dernier mot? Oula! Alors, je vais continuer dans la lancée de ce brunch littéraire et aussi de ce cocktail littéraire du 30 mai, auquel je t'invite chaleureusement. C'est dire que c'est sympa d'offrir de beaux cadeaux, des parfums, du chocolat, mais c'est encore plus sympa de s'offrir et d'offrir des livres. Voilà. C'est beau. Alors, sur ces belles paroles, je vous dis à très vite pour une autre partie de Pause Découverte. Au revoir. De retour de votre pause découverte, et j'ai avec moi sur le plateau Bonnie Wiseman qui vient nous partager son recueil de poèmes Rose des continents. Bonnie, ça va? Tout se passe bien, merci. Alors, nous allons continuer, revenons à nos moutons égarés, comme on dit. En fait, dans le recueil, comme je disais tout à l'heure, que c'était réparti en 3 sections. Exactement. Et là, si on revient sur la 3e section, je vais y arriver, qui s'intitule Crépuscule et qui compose 14 poésies, dont Odeur de souvenirs, Confiné, que j'ai bien aimé. Et qui dit confiné, on sait très bien d'où ça vient. Tout à fait. La douleur du poète. Parlons d'abord de Confiné. Alors, parce que c'est quand même un épisode qui a beaucoup marqué l'humanité avec Covid. C'est ça? Tout à fait. Confiné se trouve exactement à la page 92 du recueil. C'est l'un des poèmes les plus courts, parce qu'on aurait inspiré le confinement court, mais malheureusement. Donc, je suis allé donc en antithèse. J'ai fait un poème court, parce que dans mon esprit, le confinement devait être court. Okay. Alors, c'est une histoire qui est sortie de mon esprit, mais qui exprime des choses que plusieurs personnes ont vécues durant cette période de confinement. Le temps s'est arrêté. Ce n'est ni le temps des projets, ni le temps du futur.
Et le présent s'est arrêté. Lourd, pesant, volumineux. Le temps s'est arrêté, c'est le temps du présent. Paris, le 30 novembre 2020. En plein confinement. Alors, dans ce temps de confinement où tout semblait s'être arrêté, on ne pouvait compter que sur le présent. Oui. Il fallait vivre le présent. Il fallait vivre le présent. Ce qu'on ne fait pas actuellement, beaucoup de personnes ne vivent pas le présent, on vit le futur, d'où on est toujours stressé à courir de gauche à droite, alors qu'on doit vivre le moment présent. Exactement. Et durant le confinement, on ne pouvait pas vraiment projeter. On ne pouvait pas dire que demain je serai à tel endroit, dans 2 semaines je serai à Dubaï. Ah non. Il n'y a pas de certitude. Il fallait juste profiter du moment présent. Comment en profiter? Il fallait s'occuper le mieux possible. C'est vrai. Vous l'avez vécu comment, le confinement? Le confinement était difficile pour moi en France, comme tout le monde d'ailleurs. Mais je travaillais durant le confinement. Donc il y a des moments où il fallait prendre des dérogations spéciales pour sortir. Et puis il y a des moments où on devait rester à la maison. Mais tout semblait être fait pour que les gens qui vivaient à Paris puissent en sortir le mieux possible. Oui. Mais l'être humain est un être sociable. Ah oui. L'être humain est un être fait pour rencontrer les autres. Et quand on est confiné dans une maison, il n'y a pas de remède à ça. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient seules, c'était durant. Et même les couples qui se sont retrouvés du jour au lendemain, H24 pendant 1 mois, apparemment, il y en a beaucoup, ça a pété. Tout à fait. Ce fut une période difficile pour nous tous et on espère qu'il n'y aura pas une autre crise et on n'aura pas à vivre cela. On l'espère. Alors, vous parlez de la douleur du poète. Sur cette partie, c'est quoi la douleur du poète? Qu'est-ce qu'un poète peut sentir comme douleur? La douleur du poète, c'est un peu comme la douleur de tous les artistes. D'abord, l'artiste peut être incompris. L'artiste, il vit dans un monde qui est à la fois réel et à la fois imaginaire. Donc, il n'est pas dans la même stratosphère que tout le monde. C'est clair. Et l'incompréhension de l'artiste, c'est l'un des plus grands maux que les artistes traversent. Et la douleur de l'artiste peut aussi venir du fait qu'il puisse ne pas vivre de son art. Plusieurs personnes ont consacré toute leur vie à des métiers auxquels ils ont eu à faire face à des douleurs terribles parce qu'ils n'ont pas pu vivre de cet art. Certains musiciens, d'autres sont des peintres, d'autres sont des pianistes. Donc ça peut être la seconde douleur. La troisième douleur, c'est que l'artiste, pour créer, a besoin souvent de se déconnecter. Et dans ce temps où il n'est pas connecté, il arrive à briser... On se déconnecte de quoi, par exemple? Des autres. Oui. J'ai rencontré un écrivain quand j'étais encore enseignant en Côte d'Ivoire, il s'appelait Camara Nangala. Il fut une période où il était le plus prolixe. Il avait environ 45 ans. Et chaque année, je l'invitais à l'école où j'enseignais pour que les enfants puissent lui poser des questions sur sa littérature. Il disait, j'ai fait le choix de ne pas avoir d'enfants à 45 ans. Ce qui est un affront pour la culture d'où je suis originaire. Ah, ça, c'est sûr. Mais je vous explique. Surtout en Afrique. En Afrique. Pour que je puisse être capable d'écrire autant de livres que vous voyez, je ne supporte pas le bruit. Je veux être capable de me lever à n'importe quelle heure quand l'idée vient pour la poser, sans qu'on vienne me dire « chérie, viens te coucher ». Je ne dirais pas que c'est le lot de tous les artistes, mais il arrive que certains artistes soient contraints de s'isoler pour tirer le maximum de leur inspiration. Et que ce soit l'isolement, que ce soit l'incompréhension, que ce soit la disette, l'artiste, le poète, ils ont plusieurs douleurs. Les noms sont juste différents. D'accord. Alors parlons de la technique d'écriture du recueil. Vous dites que les poèmes rimés et en vers libre ont indubitablement muni par l'âge ou subi les effets inattendus des saisons. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Vous tirez ça dans la 4e de couverture, c'est ça? Oui. Alors, je vais lire ce que vous venez de lire. Je cherche... L'Afrique, l'Amérique, 3 continents. Les poèmes rimés et en vers libre ont indubitablement mûri par l'âge ou subi les effets inattendus des saisons. Alors, quand je repars en arrière, en 2000, où je pose l'un de mes premiers poèmes, j'imagine qu'entre 2000 et 2025, avant de le publier, j'ai dû retoucher le poème. Ah, ça c'est sûr.
Et c'est ça. Il y a la maturité qui arrive, il y a les expériences, les nouvelles rencontres. L'effet d'écriture, l'effet de style que je vais ajouter. C'est là que le poème peut subir l'effet inattendu des saisons. Et puis il y a des poèmes que tu as écrits de manière joyeuse. Après tu te dis, ce poème serait encore plus beau si je le rendais triste. C'est vrai? Ça arrive. Donc tu le retouches et par rapport à la saison dans laquelle tu es, le poème va subir un petit lifting. Donc le lifting existe tant physiquement mais aussi sur le plan littéraire. Et les saisons qui symbolisent notre expérience, forcément, touchent notre écriture. D'accord. Ok, c'est bon de savoir ça, tout ça. C'est bien d'être curieuse. Merci. Alors, votre poésie, Bonnie, a un lien intrinsèque avec l'éducation, car vous dites que les ventes de cette œuvre serviront à financer les actions de Teach for Africa. C'est une association, une ONG, c'est quoi exactement, Teach for Africa? Teach for Africa, c'est une ONG que j'ai créée en France, mais les actions se déroulent en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso. D'accord. Ce que nous faisons, nous aidons les enfants à avoir des fournitures scolaires et nous trouvons des moyens pour organiser des activités éducatives pour ces enfants-là. L'association existe depuis environ 4 ans. D'accord. Nous envisageons d'ouvrir une section au Mali et ceux qui travaillent sont des volontaires. Ils ne sont pas payés. Bien sûr. Nous définissons les projets, nous trouvons les moyens et l'argent est remis aux volontaires pour exécuter les projets sur le terrain. Ce que nous attendons, c'est que les photos, les images du retour prouvent que les actions ont été menées. Ouais. Et c'est ces photos-là qui montrent aux personnes qui nous soutiennent que l'argent qu'ils ont donné a bien servi, a fait ce pourquoi l'argent était parti en Afrique. Et généralement, tout se passe bien. C'est des hommes et des femmes qui sont sensibles à la cause et qui ne cherchent pas de l'argent. Oui. Figurez-vous que ces enfants qui sont aidés en Côte d'Ivoire, au Burkina, je ne les connais pas du tout. Je ne les ai jamais rencontrés pour la plupart d'entre eux. Mais j'estime qu'on n'a pas besoin de connaître un enfant avant de lui donner un verre d'eau. Et tous mes amis qui sont autour de moi, quand la période arrive, je leur dis, écoutez, j'ai besoin de 200 cahiers. J'ai besoin de 200 €, faites ce que vous pouvez. Quand je reçois l'argent, j'envoie mes volontaires qui vont au marché, qui achètent et qui donnent les fournitures aux enfants. Et quand ils sont heureux, je suis aussi heureux de voir que les enfants ont pu avoir un stylo, un cahier et ils pourront aller à l'école. C'est bien. Et vos principales activités dans l'association, hormis les dons de fournitures scolaires, il y en a actuellement ou... Nous faisons aussi des conférences. D'accord. Les enfants sont éduqués à comment être respectueux à la maison, comment être respectueux envers leurs parents. Ça, c'est pas mal. Et surtout dans la rue aussi avec les adultes, parce que l'Internet a tout gâché, j'ai l'impression. Tout gâché. Ouais. Et les volontaires comprennent que l'éducation ne peut pas se départir du conseil et du suivi. Donc les enfants sont suivis chaque fin d'année. On nous dit, tel enfant ne pourra pas aller à l'école l'année prochaine. Il m'arrive qu'on m'appelle du Burkina en me disant, tel enfant ne peut pas aller à l'école cette année. Je demande pourquoi? Parce que la maman dirait que la distance entre l'école et la maison serait trop. Alors je dis, mais dites à la maman, qu'est-ce qu'on peut faire? Et il arrive que souvent, on trouve des solutions. On peut mettre à telle petite fille de continuer à poursuivre son cursus scolaire. D'accord. Et ça touche particulièrement les filles ou il y a les garçons aussi? Généralement, les filles et les garçons. Surtout en milieu champêtre. Oui. Parce qu'ils marchent des kilomètres. Des kilomètres. Et les parents souvent se disent que j'ai besoin d'eux au champ et je serai seul au champ. Qu'est-ce qu'ils vont les faire en classe? Aïe, aïe, aïe. C'est bien, donc d'où votre travail est vraiment remarquable parce qu'il faut leur faire prendre conscience que c'est hyper important d'envoyer les enfants à l'école. C'est pour leur bien, pour leur futur. Tout à fait. Mais bravo. Alors, Bonnie, où est-ce qu'on peut se procurer ce magnifique recueil? Alors, l'œuvre est disponible sur Internet, sur le site de l'auteur, bonniewiseman.com. Oui. L'œuvre est juste à 12 €. Pour nous, il s'agit de faire en sorte que chacun puisse nous lire. Il ne s'agit pas de faire de l'argent. Et aider aussi aider les enfants. Aider les enfants, lire, profiter de cette sensualité, de cette subtilité de la poésie, mais en même temps, savoir que votre achat peut aider les enfants à avoir un stylo ou un cahier pour la rentrée prochaine en Côte d'Ivoire ou au Burkina Faso. Alors, moi j'ai une tradition ici, avant de laisser partir mon invité. Ok. Quelle est l'actualité actuelle qui vous marque le plus dans le monde? Ben, je vais repartir en Côte d'Ivoire, d'où je suis originaire. Oui. Les élections, c'est dans quelques mois. Et on sent déjà qu'il y a des tensions en l'air. Et le problème, c'est que à la veille de chaque élection présidentielle, les camps se crispent, désolé,
Et on a toujours peur qu'il y ait des crises après les élections. Je pense qu'on doit pouvoir atteindre un certain niveau de maturité et faire en sorte qu'il y ait des alternances démocratiques sans violence en Afrique. Bien sûr. Et j'espère que ces élections qui viennent en Côte d'Ivoire pour cette année 2025 n'auront pas le goût de ce qu'on a eu en 2010 ou en 2000 et qu'il y aura des élections sans histoire, sans palabre et sans violence. On doit arriver à ça. Je croise les doigts et je pense que ça va bien se passer. En tout cas, c'est mon souhait, le plus viscéral. Alors, Bonnie, bon, je ne vais quand même pas vous laisser sans un autre poème. Hein? Ok. Alors, j'ai choisi de lire le premier poème de l'œuvre. D'accord. Et pourquoi ce choix? Non, je lirai plutôt le second poème. Ah, on a changé d'avis? Oui, change d'avis. Le second poème de l'œuvre qui s'appelle « Femme à la lumière ». Je pense que c'est le plus bel hommage que je rends à toutes les femmes du monde. Je pense que les femmes en font beaucoup, mais elles ne sont pas portées vers la lumière. On vit dans une société qui est toujours machiste, où à boulot égal, les femmes touchent moins que les hommes. Je trouve que ce n'est pas normal. C'est pas normal, je suis d'accord. Donc il faut porter plus les femmes à la lumière, parce que c'est elles qui tiennent le foyer et la maison. Et quand une femme reçoit de l'argent, il a des chances que ça finisse forcément dans la casserole de tout le monde. Ah bah oui. Donc repartir à la page 15 pour lire « Femme à la lumière ». Femme à la lumière. J'ai contemplé ces femmes qui, malgré les douleurs, jamais n'abandonnaient, le soir venu, offraient le pain à l'inconnu. C'est l'histoire de l'humanité, celle de toutes ces femmes, celle de Samia Kwao Marimé, que j'ai contemplée, heureusement née, malheureusement ici et partout reléguée. J'ai contemplé ces femmes, assises sous les soleils anciens, tissant la laine et le coton, longuement admirées, essence conductrice de vie. J'ai encore contemplé ces femmes, que j'aime, curieux et abandonnés, en plein hiver, et sous la chaleur des forêts, puisant dans leur dernier souffle, du fond de leur sein, la dernière goutte pour le nourrisson. J'ai contemplé ces femmes, celles qui ont fait et refont l'homme et la femme, toujours relégués, au fond des cases et castes, toujours continuent de faire l'homme et la femme malgré tout. De grâce, il est temps, porter ces femmes à la lumière. Paris, le 8 mars 2024. Merci pour cet hommage. Je suis particulièrement touchée. Votre dernier mot, c'est quoi? Je dirais à chacun d'entre nous de rendre hommage davantage aux femmes, en commençant par nos grands-mères, nos mères, nos épouses, nos sœurs, nos filles. Je pense qu'on ne le dit pas assez, on ne le fait pas assez. Et quand les gens sont autour de nous, il faut profiter d'eux avant que Dieu ne les rappelle. Donnons autant d'amour que nous pouvons et je pense qu'on construira un avenir meilleur. Merci beaucoup, Bonnie. Merci en tout cas d'avoir répondu présent à mon invitation. Je rappelle que Bonnie est venue nous parler de son recueil de poésie, Rose des continents. Et sur la pause découverte, j'ai eu le plaisir de recevoir Renée Mendy, fondatrice de Femmes au pluriel, journaliste culturelle, business et écrivaine, et qui est venue nous parler de son brunch littéraire qui aura lieu le 10 mai prochain. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.